Bonjour Isabelle Lejob-Bazille. Bonjour Adrien. Vous êtes directrice des études économiques du Crédit Agricole. Alors les marchés financiers sont confrontés à des événements inquiétants, des incertitudes dans le domaine politique, économique, social et géopolitique. Néanmoins, leur volatilité ne semble pas refléter, c'est-à-dire le degré d'inquiétude qu'ils pourraient avoir. Comment est-ce que vous interprétez cette relative tranquillité des marchés? Alors je dirais qu'on a l'impression qu'en fait les marchés, ils apprennent à vivre avec un niveau d'incertitude structurellement plus élevé par rapport aux événements que vous évoquez. On pourrait même dire qu'en fait leur degré de tolérance à l'égard du risque a plutôt augmenté. Alors, en même temps, il y a des raisons un petit peu objectives au fait qu'ils n'ont pas forcément à s'inquiéter, puisqu'en fait tous les événements politiques ou géopolitiques qu'on a connus ces derniers mois, ont plutôt connu des dénouements, alors je dirais, oui, on pourrait dire même heureux. C'est-à-dire que si on regarde, si on se place, vous vous rappelez au mois de mai dernier, quand il y a eu les élections européennes, les marchés ont craint un raz-de-marée populiste qui ne s'est pas produit. Le Brexit sans accord a été finalement évité. Alors, on ne connaît pas encore la fin de l'histoire, mais à tout le moins, ces inquiétudes sont retombées après l'élection de Boris Johnson. Et dernier élément, ce bras de fer commercial entre la Chine et les États-Unis, finalement, aujourd'hui, marque une pause. On a l'impression qu'il y a une certaine accalmie. Donc ça prouve que le pire n'est jamais certain, et donc finalement, les marchés adoptent une attitude de flegme par rapport à ces événements un peu éruptifs. Pour autant, on pourrait dire que finalement, ces marchés, ils sont surtout guidés par la politique monétaire. Autrement dit, ils se sont accoutumés à un univers de bienveillance de la part des banques centrales, et donc ils peuvent compter sur les banques centrales qui continuent à leur donner du carburant au travers d'une liquidité abondante et de taux d'intérêt très bas, ce qui peut permettre de nourrir plus de rentabilité. Donc effectivement, ces marchés, ils sont aujourd'hui dominés par la politique monétaire. Mais je dirais finalement, pour conclure sur ce sujet-là, que c'est un petit peu l'histoire de la grenouille. L'histoire de la grenouille qui s'habitue à une température qui monte, mais on connaît la fin de l'histoire, elle finit par être ébouillantée. Alors justement, est-ce que certains risques ne sont plus du tout évalués au niveau microéconomique correctement? Par exemple, l'endettement des entreprises américaines, on parle beaucoup des prêts à effet de levier aux États-Unis. Est-ce qu'il y a une inquiétude qui pourrait dégénérer sur ce segment, par exemple, des actifs financiers qui ne seraient pas vus correctement par les marchés? Alors oui, on pense qu'il y a une certaine complaisance des marchés vis-à-vis du risque de crédit. On le voit notamment au travers des primes de risque qui ont tendance à se resserrer, c'est-à-dire qu'on fait peu de différenciation entre les différents niveaux de risque. Et on le voit au travers aussi des migrations de notes des agences. Sur le marché obligataire américain, vous avez une migration des notes vers la qualité moyenne, ça veut dire qu'on se trouve à un cran de la qualité spéculative, de la notation spéculative. Et donc, si on devait avoir un ralentissement de l'économie, à ce moment-là, on risque d'avoir une série de dégradations. Et à ce moment-là, des mouvements de vendeurs qui peuvent être massifs sur ces marchés, puisqu'il y a un certain nombre d'investisseurs, notamment les institutionnels, qui ont des limites de risque, qui ne peuvent pas investir dans ces, exactement, dans ces catégories spéculatives. Et puis, vous l'avez souligné, on a effectivement aussi ces forts effets de levier que l'on constate sur les opérations d'acquisition ou les opérations de capital investissement, alors que le prix des sous-jacents aussi gonfle de manière assez inexorable, et on parle même de risque de bulle sur ces sur ces prix d'actifs. Et on sait que ces financements, il y a une partie de ces financements qui ont été titrisés, ce qu'on appelle les Collateralized Loan Obligations, les CLO, et qui donc se retrouvent vendus ensuite sur le marché à des fonds, voire à des institutionnels, qui peuvent avoir envie à un moment donné de se dégager très rapidement en cas de s'il y a une moindre escarmouche et s'il y a tout d'un coup une brutale réappréciation du risque, en particulier si on a un ralentissement, voire une récession économique. Donc on sent bien qu'il y a des segments de marché, notamment les segments de marché risqués, qui sont très vulnérables, qui peuvent être vulnérables, avec, je dirais, au centre vraiment la question de la liquidité. Parce qu'on se rassure,
vous entendez tous les jours vous dire « mais il y a abondance de liquidité, donc il n'y a pas de problème ». Sauf que la caractéristique de la liquidité, c'est qu'elle disparaît lorsque tout le monde la demande. Donc ça peut créer, lorsque vous avez une bascule de ces anticipations, vous avez des mouvements vendeurs massifs, on peut avoir même des ventes de détresse, eh bien ça vient détruire la liquidité de marché, et à ce moment-là, ça provoque des lourdes chutes de prix d'actifs, et ça peut aussi représenter un problème pour, par exemple, des entreprises très endettées qui, à ce moment-là, cherchent à se refinancer sur le marché et qui ne trouvent plus de la liquidité pour se refinancer, et les problèmes de liquidité peuvent se transformer en problème de solvabilité. Et donc ça, c'est des mécanismes de crise financière qu'on a connus en 2008. Exactement. Et qui peuvent néanmoins revenir. Alors, on n'est pas quand même dans la situation, pour prendre un petit peu de recul, ces prêts à effet de levier, etc., ne sont pas quand même aussi toxiques que les dérivés que l'on a connus au moment des subprimes. Mais à tout le moins, c'est quand même une zone de vulnérabilité à surveiller. Merci beaucoup Isabelle Jabasi pour cet éclairage sur les vulnérabilités financières.